Merci Étienne. Monseigneur, merci, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur et c'est un plaisir pour moi en plus de pouvoir vous réaliser cet entretien avec vous. Vous êtes l'héritier des 43 rois qui ont fait la France. Vous êtes Jean de France, duc de Vendôme et petit-fils du comte de Paris. Dans ma brève introduction à votre sujet, j'aime beaucoup votre devise. Je pense que c'est votre devise. Je pense en prince chrétien et j'agis en prince français. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler notamment du bien commun avec vous. Vous êtes, je le rappelle, cher prince, descendant légitime de la dynastie capétienne et dauphin de France. Vous êtes pour nous l'incarnation du combat monarchique et peut-être le symbole de l'unité et de l'identité française. Et vous représentez la permanence et l'histoire longue dans une époque qui bouge, une époque qui est en marche. On ne sait pas bien où, mais en tout cas, on a votre visage rassurant dans ces temps troublés. Je tenais à dire que vous avez parcouru la France pendant 12 ans, à la rencontre des acteurs de la vie sociale, politique, économique, et que de ce périple, de ce parcours, vous avez tiré un livre d'entretien qui s'intitule Un prince français. Aujourd'hui, vous dirigez une association qui s'appelle Jean de France, entre autres, qui a pour activité de pouvoir présenter aux adolescents et aux jeunes de la ville de Dreux le patrimoine royal. Vous avez aussi d'autres activités comme vous êtes le parrain d'un régiment de cavalerie, et vous-même colonel de réserve. Et vous avez aussi une cause qui vous tient à cœur, ce sont les chrétiens d'Orient. Et à ce sujet, vous étiez d'ailleurs l'année dernière en Syrie, sur l'invitation de Monseigneur Ray, l'évêque du Var. Avec vous d'ailleurs. Avec moi d'ailleurs, c'est vrai. Voilà, Monseigneur, en quelques mots, la présentation que je voulais faire de vous. Sans transition, je passe aux questions. Et la première question que je voulais vous adresser, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je sais que le bien commun, c'est un sujet qui vous tient à cœur. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, Monseigneur, votre conception du bien commun et votre avis sur ce qui vous a intéressé dans les interventions que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Merci Aurélien de cette présentation très, très favorable. Je suis très très heureux de me retrouver parmi vous cet après-midi. J'en parlais avec quelques-uns tout à l'heure. Nous sommes une génération décomplexée. Ce qui ne se faisait pas hier, on le fait aujourd'hui. Et je suis très heureux de vous retrouver très nombreux dans cette salle pour pouvoir évoquer la question du bien commun. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et les interventions de tout à l'heure, si je peux résumer en quelques mots, bien que on ne peut pas résumer tout ce qui a été dit en quelques mots, tellement c'était riche en exemples et en réflexions, c'était de savoir où on va, le bien commun, la définition du bien commun, le bien du tout qui permet aussi la réalisation du bien des parties, avec qui? C'était la deuxième intervention, avec des êtres libres et qui ont la capacité de jugement. La troisième intervention dans le dialogue, c'est comment, le cadre politique, les structures, mais aussi la famille, la responsabilité personnelle. Et donc tout ça contribue à savoir un peu, à avoir un peu le cadre d'une réflexion et d'une action autour de la refondation du bien commun. Bon, je ne vais pas reprendre les définitions qui ont été dites tout à l'heure. D'abord, si je peux commencer par ça, c'est vrai que le bien commun s'appuie sur une conception de la personne. On l'a développé, l'opposition entre les anciens et les modernes, la conception de la personne comme être de relation ou comme individu, entraîne deux éléments qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre et qui est un des piliers sur lesquels les Capétiens
se sont fondés, c'est la confiance qui naît de cette définition de l'homme qui est un être de relation. Quand on est un être de relation, on a une confiance vis-à-vis de l'autre. Quand on est un être un être individuel, on a plutôt une méfiance vis-à-vis de l'autre. Et je pense que si on a la confiance ou la loyauté, ce que les Capétiens ont appelé la loyauté, eh ben on peut déjà commencer à mettre en place une des conditions du bien commun. Donc ça, c'était un premier élément. Un deuxième élément, c'est de se dire qu'on est toujours dans un monde imparfait. Et être dans un monde imparfait, alors je ne sais plus si c'est Frédéric Rouvillois ou si c'est Chantal Delsol, dans le très bon Revue universelle sur Pierre Boutan, a évoqué cette question-ci, entre le monde imparfait, ce que j'appellerais la réalité imparfaite du monde aristotélicien qui conçoit le bien commun, et cet angélisme idéologique qu'on a aujourd'hui. Et donc deux conceptions de la société. Une conception, ce que j'appellerais monarchique, telle que les rois l'ont mis en place, qui s'appuie en fait sur un système de personnes, et puis un régime tel que celui que nous avons aujourd'hui, qui s'appuie sur un système de valeurs. Et au bout d'un moment, ça entraîne un certain nombre de totalitarismes qui gomment complètement la nature des personnes. On le voit dans les programmes d'éducation tels qu'ils sont donnés, dans la déstructuration des corps intermédiaires, un corps d'avocats, notaires, etc. Donc il y a vraiment une volonté à partir de cette conception d'un système de valeurs, de complètement mettre l'homme sous boisseau et de faire qu'il n'y a plus vraiment de liberté. Et quand il y en a, on fait tout pour que ça saute. Soit à travers la fiscalité, par exemple la proposition qui va être probablement faite sur la fin du foyer fiscal, soit à travers l'éducation, de faire en sorte que les enfants ne puissent plus leurs parents et partent dans toutes les directions. Donc vraiment tout ce qui est espace de liberté aujourd'hui est attaqué. Et c'est vrai que c'est très difficile, c'est la deuxième intervention, d'avoir des êtres libres. Est-ce que pour vous, Monseigneur, ça veut dire que ce sont les valeurs qui nous dirigent aujourd'hui dans le système républicain qui ne sont pas les bonnes pour le bien commun, ou est-ce que ce sont les personnes qui portent ces valeurs? Je dirais c'est les deux. C'est les deux. En fait, un système de valeurs, c'est quelque chose de très intellectualisé. Un système de personnes, on avance avec les personnes avec lesquelles on avance. Gauthier a exprimé un certain nombre d'idées tout à l'heure pour montrer le travail qui peut être fait, ou la responsabilité qui peut être faite quand on est quelques-uns et qu'on avance à quelques-uns dans le cadre soit de la famille, soit d'une commune. Mais dès qu'on arrive au niveau national, ça devient plus difficile parce que en fait, la responsabilité est complètement édulcorée et on est là dans une idéologie. Et donc l'idéologie, elle part dans des... je ne sais pas comment expliquer l'idée un peu plus clairement. Sur certains blogs, par exemple, il y en a un qui va dire quelque chose par rapport à une personne, par rapport à une actualité. Pas souvent vrai. Et donc vous en avez un qui va rebondir là-dessus. Et donc vous allez faire monter la mayonnaise. Et vous allez arriver à une conclusion à laquelle les gens vont être plus ou moins d'accord, qui va être complètement qui va être complètement hors de cette réalité du départ. Et c'est ça l'idéologie. Et aujourd'hui, on est en plein dans ça. Vous parliez de l'intervention de Gauthier Besse tout à l'heure. Moi, je voulais vous citer un fait historique qui est intéressant, je pense. C'est qu'en 1346, donc Philippe V édicte l'ordonnance de Brunoy, qui est en quelque sorte le premier code forestier royal qui réglemente l'usage des eaux et des forêts. Donc vous, en plus, qui avez un attachement pour les forêts, puisque vous gérez vous-même, vous avez vous-même en gestion un domaine. Cette première notion, si vous voulez, de développement durable, en quoi elle est
en quoi le développement durable est-elle une condition peut-être du bien commun pour vous? Je pense que la notion centrale, c'est le temps long. Le temps long est une condition nécessaire pour la mise en place du bien commun, surtout dans l'état actuel de notre pays. Évidemment, le temps long, par implication, retombe sur la nécessité de mettre en place un système qui permet le temps long. Mais pour revenir à la question du développement durable, moi je suis à fond pour ça. C'est une condition vraiment structurelle de ce développement du bien commun. Pourquoi? Parce que ça entraîne la responsabilité. Tout à l'heure on a parlé de subsidiarité, mais la subsidiarité, c'est le versant de la subsidiarité, c'est la responsabilité. Et la responsabilité à différents niveaux, avec chacun sa capacité à faire quelque chose. Quand on est père de famille, on a parlé de la famille, quand on est père de famille, il y a dans la famille une expression du bien commun, avec tous ces éléments. La finalité, la cause formelle, la cause efficiente et la cause matérielle. Donc, les personnes qui composent la famille, quand vous êtes père de famille et que vous plantez une rangée de radis avec vos enfants, ce qui est notre cas, puisque nous sommes très impliqués dans le développement durable, puisque nous avons nos poules, nous avons nos oies, nous avons nos herbes, nous avons nos fruits, nous avons maintenant nos légumes. Mais tout ça, ça demande un certain travail. Et quand vous allez planter vos radis avec vos enfants, le père de famille, il a la responsabilité du bien commun de la famille. Et donc que les radis puissent donner quelque chose, et puis ensuite qu'on puisse les manger, et que ça puisse participer à une certaine autonomie de la famille. Vous avez plusieurs façons de planter les radis, comme les choux d'ailleurs. Mais il faut montrer l'exemple aux enfants, et puis après vous devez laisser l'autonomie aux enfants de faire leur rangée de radis. Alors ça ne sera pas parfaitement comme ce que vous voulez faire, ça sera un peu tordu, mais au moins il aura eu la capacité de contribuer à ce bien commun. Et puis il va être fier, parce qu'il ira les chercher lui-même, donc les récolter lui-même. Et puis la même chose pour les poules. Nous étions à Marseille là, il y a quelques jours, et Gaston a offert à Jean-Luc Guyotat, qui nous recevait, 2 poules. Parce que ça contribue aussi au bien commun de la cité. En quoi? Ça réduit les déchets. Et on pourrait ensuite développer une économie locale, on pourrait aussi développer une politique locale d'aide aux familles qui ont des poulaillers, par une réduction fiscale, par exemple, en aidant, non pas en forçant. Donc il y a aussi d'autres éléments. Il faut, il faut faire en sorte que les personnes adhèrent et contribuent elles-mêmes, et ne pas être là tout le temps dans un système où, quand la personne ne va pas dans le sens qu'on veut, on la brime et on la rectifie, comme c'est un peu le cas dans notre pays aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a de nombreux exemples très concrets pour montrer qu'il y a une capacité à réaliser le bien commun, que c'est loin d'être parfait, mais que ça peut être une base ensuite pour un développement plus large. Alors après cet exemple concret, nous dirons de cours même, de plantage de radis par jour, Monseigneur, si on revient à la question du politique, il y a un certain paradoxe, je trouve, chez les Français, qui sont d'un côté chez nous, d'ailleurs comme pourrait dire M. Rouvillois, on est tous républicains, c'est un concept un peu vide de sens, et chez nous tout est républicain, que ce soit la méritocratie, que ce soit le salut républicain, qui a adressé Macron à son adversaire politique. Bref, chez nous tout est républicain. On a certaines personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, chez qui la désignation de l'ennemi se fait par le mot de monarchie, le coupeur de tête de 2017, et en même temps on sent chez les Français peut-être la nostalgie d'un régime qu'ils ne connaissent pas, et en tout cas qui s'incarne de manière plus frivole mais qui est peut-être symptomatique dans une certaine sympathie pour les dynasties européennes, et notamment pour, par exemple, la reine d'Angleterre. Je prendrais peut-être une autre formule. Je crois que les Français sont royalistes de cœur, monarchistes de cœur et républicains de raison.
Comment vous pouvez nous expliquer ce paradoxe français? Vous savez, quand vous avez coupé la tête de votre roi, voilà, il reste quelque chose, il y a quelque chose d'inachevé, il y a quelque chose qui manque. Et donc, parce que c'était un mode qui était vraiment proche de notre nature de Français. C'est ce que disaient nos intervenants tout à l'heure. Il faut prendre les circonstances telles qu'elles sont, il faut prendre la nature du peuple qui compose notre pays. Et la monarchie était tout à fait adaptée à cette composition-là. Et on a voulu inverser la tendance, mais de façon brutale. Quand on est en forêt et qu'on coupe un arbre et qu'on agit brutalement sur l'espace forestier, eh ben, l'espace forestier ne produit pas aussi bien que si on y va par petites touches. Et donc il aurait fallu faire peut-être des réformes qui auraient évité de couper la tête du roi. Sauf que c'est justement ce qu'on ne voulait pas. Donc il y avait une volonté de ne pas continuer avec un système qui finalement avait apporté et qui pourrait apporter énormément à la France. On a vraiment voulu rentrer, selon vous, dans un système de valeurs et non d'incarnation du pouvoir. Ah oui, et puis on revient toujours à la conception philosophique de l'homme ou de la façon de voir les choses. Hein, c'est je pense, donc je suis. Donc c'est la personne qui se met à la place, et donc on ne reçoit plus. On est son propre créateur, ce qui est bien aussi, mais on a autour de nous des personnes qui ne sont pas de notre fait, on a une nature qui n'est pas de notre fait. Donc tout ça, c'est un patrimoine dont on est le dépositaire, qu'on doit développer, qu'on doit transmettre. C'est, je dirais, une déclinaison de la parabole des talents. La parabole des talents, c'est que si vous enfouissez ce que vous avez reçu, eh ben, au bout de 2-3 générations, il n'y a plus rien. Par contre, par le travail, si vous développez ce que vous avez reçu, et alors on est dans une autre façon de voir les choses. On est dans le service et non pas dans l'expression de se servir, tel qu'on a pu le voir au cours de cette campagne complètement extravagante, dure, et finalement tout à fait terre à terre, alors qu'on attendait peut-être avoir un peu plus élevé. Si après un siècle et demi ou quasiment 2 siècles de République, le retour de la monarchie pour nous, Action française, est souhaitable, que pouvez-vous nous dire? Est-ce possible? Et en fait, j'ai 2 questions en une. La seconde, ça serait de savoir, un siècle et demi après, doit-on parler de restauration ou d'instauration de la monarchie? Alors, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Mais c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure, il faut un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir partager quelques idées. Et aujourd'hui, ces idées-là, en fait, elles sont partagées par un petit groupe. Elles sont partagées par un petit groupe. Alors, il y a tout un travail à faire pour développer. Je pense que la Manif pour tous a été un des vecteurs de ce développement. Face à une génération au pouvoir très dur, très un peu, vous savez, on sent que la mer monte, hein, c'est comme ces animaux, crabes ou autres, qui sentent que la mer monte et puis qui s'agrippent. Et donc en s'agrippant, on devient de plus en plus nerveux, on devient de plus en plus... et qui malheureusement politiquement n'a pas produit de grands fruits, la Manif pour tous. Mais si, ça n'a peut-être pas produit le jeu politique, ça n'a pas produit les fruits qu'on attendait, mais il y a des réseaux qui se sont développés. Il y a toute une génération complètement décomplexée qui est arrivée sur le devant de la scène. Et avec ça, voilà, on avance à petits pas. Alors évidemment, il faut pouvoir se projeter un peu, mais le politique, c'est quand même tout de réalisation. Donc il faut voir où on va, mais c'est des petits pas qu'on met les uns après les autres. Et on a besoin d'avancer comme ça. Alors il faut savoir où on va, il faut savoir avec qui, il faut savoir comment. Hein, tout ça, on a développé. Alors, est-ce qu'il s'agira d'une instauration ou d'une restauration? J'en ai aucune idée aujourd'hui. J'en ai aucune idée. On est encore loin de ça. La difficulté d'une restauration, c'est que ça fait pas très neuf.
mais parfois, pour être moderne, il faut être archaïque. Vous connaissez le dicton, c'est dans les vieilles marmites, c'est les meilleures soupes. Je lisais, je crois, dans le livre là, que j'ai commencé de M. Péroncel-Hugo sur les rois d'Honoré de Balzac, il y a une petite introduction sur quelques citations, dont une qui dit exactement ça, pour être en avance sur son temps, il faut être archaïque. Et d'ailleurs, archaïque au vrai sens du terme, c'est-à-dire voilà, avoir une connaissance de ce qui s'est passé. Moi, je serais plus favorable à une instauration. Alors, je ne sais pas si avec M. Berne et M. Macron, il y a possibilité d'aller dans cette direction. Vous avez une carte à jouer pour vous, Monseigneur. M. Macron, M. Berne. Mais voilà, il y a vraiment tout un tissu social à reconstruire. Je me souviens de cette image que me donnait Marcel Clément quand je faisais mes études de philosophie, c'est que la pyramide, avant d'arriver à mettre le chapeau, vous êtes obligé quand même de construire une base assez forte. Donc voilà, vous construisez comme ça petit à petit. Et tout à l'heure on parlait de Dreux, mais quand nous fêtions les 800 ans de la naissance de Saint-Louis à Dreux, nous avons organisé un petit événement. Et Maître Trémollet nous a dit, Monseigneur, vous ne gouvernez pas, mais vous régnez. C'est-à-dire que dans un espace plus petit, alors après, il faut peut-être, alors je ne sais pas encore comment, mais faire sauter le couvercle de la marmite, de ces élites qui ne veulent pas avancer dans la direction du bien commun. Mais déjà, à la base, il faut développer des expériences particulières qui peuvent être intéressantes pour l'ensemble des Français. Et peut-être que ça va les faire réfléchir et puis leur faire comprendre qu'il y a là quelque chose à jouer, avec la responsabilité, comme le disait Gauthier, des familles, une responsabilité concrète, vraiment de participation au bien de la cité, une responsabilisation des élites, qui à Dreux sont encore catholiques. Donc il y a un élément en leur faveur qui leur permet de comprendre ce que c'est que le bien commun. Alors il y a aussi une population immigrée forte, 60%, 40% de Marocains. Les 40% de Marocains, c'est le roi du Maroc. Donc, à l'intérieur de cette ville, de ces cités, parce qu'il y a 2 cités, il y a la Chapelle Royale, qui est un peu le couvercle, qui est un peu, voilà, la cité, qui fait le lien entre ces cités, qui ne gouvernent pas, on n'est pas dans les institutions, mais on a un rôle de proximité, on a un rôle de solidarité. Par exemple, d'ailleurs, nous partageons la même expérience avec Gauthier. Nous avons dans la solidarité vis-à-vis des personnes, notamment des personnes étrangères. À Dreux, il y a sur 10 personnes qui chaque mois font une demande, à peu près 9 ou 8 issus d'immigration, des pays du Maghreb et 2 ou 3 migrations plutôt de pays considérés comme chrétiens, la Russie ou autre. Donc là, ce couple de Russes qui pointait au 115 avec un petit bébé, un bon Michel italien, carte de séjour qui arrive à la fin. Donc, on réfléchit à la façon de pouvoir trouver une solution au niveau des instances locales. Donc, il a fallu monter jusqu'au préfet et envoyer un courrier en disant ben voilà, ça serait bien quand même que cette catégorie de personnes soit représentée dans la ville de Dreux et que ça pourrait être un plus pour la vie. Et donc, il y a eu la carte de séjour qui a pu être prolongée. D'ailleurs, je crois que maintenant elle est définitive. Lui a trouvé un travail, elle a trouvé un travail. Ils ont un deuxième enfant. Et maintenant, ils sont passés d'une maison qu'on leur avait prêtée à une autre maison en contrepartie de
de services. Donc vous voyez, il y a là un vrai travail de proximité, d'expérience qui peuvent être reproduites. Donc, il y a vraiment cette... et chacun il joue son rôle. L'expression qui a été employée tout à l'heure entre la France d'en haut et la France d'en bas, sachant qu'il n'y a pas de France d'en haut et de France d'en bas, il y a une France verticale et qui se projette sur un axe horizontal. Monseigneur, sur ces mots, je vais vous laisser conclure peut-être sur le bien commun avant de passer aux questions de la salle. Le bien commun, pour moi, ça reste vraiment le bien du tout qui permet la réalisation du bien des parties. Parce que le bien, en fait, c'est ce que toute chose désire et qui permet sa perfection et son perfectionnement. Et les Capétiens l'avaient compris. Ils ont d'ailleurs été les premiers à mettre en pratique le développement durable. Les politiques, c'est-à-dire que de leur vivant, ils ont sacré leur fils pour que l'œuvre puisse être continuée. Donc la continuité. Ils se sont appuyés aussi sur un système d'hommes dans lequel ils avaient confiance, donc sur une philosophie de l'homme, être de relation dans lequel on avait confiance. Ils se sont appuyés sur la liberté, ils ont gardé une autonomie, ils ont permis à des personnes, à des villes, toutes ces villes franches, c'était des villes qui avaient de l'autonomie. Ils avaient un système de règles simples et compréhensibles par tous, les règles fondamentales du royaume. Il n'y avait pas 36. Ils avaient le sens de la mesure. On ne part pas dans des trucs complètement abracadabresques ou abracadabrants. Il y avait la justice, c'est-à-dire qu'on rendait à chacun ce qui lui était dû. Voilà, donc ça, c'est à la fois la définition du bien commun et les conditions telles qu'elles ont été mises en place par les Capétiens, et qui leur ont permis quand même de rester 800 ans. 800 ans. Alors qu'avant, bien sûr, avec les Carolingiens et les Mérovingiens, il y avait aussi une continuité. Mais toute fin de règne nécessitait une remise en cause et une remise en question, à la fois du royaume, des institutions, donc il y avait une grande instabilité. Et je vais conclure là-dessus. En ville, il y a un petit café qui s'appelle le Dante, où un certain nombre de personnes viennent prendre le café. Et le matin, quand nous allons à la messe en famille, nous prenons le café là. Après, et donc il y avait là un Français d'origine marocaine, probablement inspecteur de police, avec lequel nous avions pas quelques échanges, mais quand on rentrait, je le saluais, il me saluait. Et là, il s'est assis, il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à ma table, et puis il m'a posé la question, mais alors, Monseigneur, on la remet quand cette monarchie? Vous savez, moi je suis français d'origine marocaine, chez nous on a une monarchie. Et c'est la stabilité. Donc je terminerai là-dessus, la stabilité. Merci Monseigneur pour votre propos. Merci les gars.